compris le syllabus. Ça, c'est vraiment la référence. OK. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une suite? Beaucoup d'entre vous ont déjà évidemment rencontré ça. Pardon, l'enregistrement n'a pas encore commencé. Merci, Gauthier. J'oublie toujours d'enregistrer. Merci, Gauthier. Donc, qu'est-ce qu'une suite? Donc, vous avez sans doute tous rencontré déjà la notion de suite en secondaire. Donc, pour rappel, c'est simplement une liste infinie de nombres réels. D'accord? C'est comme une liste de courses. Hein? Vous allez acheter du pain, du beurre, du sel, etc. Ici, la différence, c'est que c'est une liste de nombres réels. Donc, le premier, x0, typiquement. Le deuxième, x1. On commence à 0 souvent, mais pas toujours. Et etc. Sauf que votre liste, contrairement à votre liste de courses, j'espère pour vous, n'est pas infinie, est infinie. D'accord? Votre liste de courses est rarement infinie. Ici, ce sont des listes infinies. Et ce qui va vraiment nous intéresser, c'est en quelque sorte le comportement asymptotique de cette liste. Est-ce que cette liste s'approche vers une valeur donnée? Alors, voilà, ici j'ai dessiné, si vous voulez, une façon de représenter les suites. Hein. Ça peut être aussi, on peut soit se donner des points sur la droite réelle, ça c'est une façon. Donc par exemple ici, si vous voulez, j'ai une copie de la droite réelle verticale, et là j'ai tous les points de la suite, x0, x1, x2, x3, x4, etc. Il va y en avoir une infinité. Vous pouvez aussi représenter une suite. Aïe, il y a eu une coupure. Je relance la diffusion. C'est bon maintenant. C'est bon? Parfait. Oui, oui. Ok, merci. Donc je vois la même chose que vous en fait. Donc en principe, je sais. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mystère. Donc, une autre façon de représenter une suite plutôt que de dessiner. Ah, excusez-moi, je suis en train d'écrire sur mon dessin là. Ça, c'est pas une bonne idée. Donc, plutôt que de représenter comme les points comme ça sur l'axe, je peux aussi dessiner le graphe de la suite. Donc, l'idée est que je pense à une suite comme étant une fonction x définie sur les naturels et à valeur dans R. Et qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Elle prend un naturel n et elle l'envoie sur xn. Xn, c'est ce qu'on appelle le nème terme de la suite. D'accord? Donc, qui dit fonction dit graphe. Je peux représenter ma suite sous forme de graphe, c'est-à-dire que je vais représenter le point 0x0, d'accord, il est là. Le point 1x1, c'est lui, en violet, ce sont tous les points violets. 2x2, c'est lui. 3x3, il est là-haut. 4x4, il est ici en dessous. x4 est négatif, donc, etc. D'accord? Tout ça, ce sont les points de ma suite. Ça peut être une façon intéressante de représenter ma suite. D'accord? Je pense que c'est toujours une très bonne idée de visualiser les choses. Alors ici, il y a des exemples de suites. On va revenir sur des exemples. Par exemple, je pourrais regarder la suite n. Donc ça, c'est simplement la suite de tous les naturels. D'accord? C'est la suite 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Je peux regarder, il y a une autre suite qui est très intéressante parce qu'elle donne des contre-exemples assez utiles. C'est la suite moins 1 exposant n. Donc ça, vous allez souvent rencontrer moins 1 exposant n, ça veut dire quoi? Et quand n vaut 0, moins 1 exposant 0, on a vu que n'importe quoi exposant 0, dans une des vidéos que j'avais faites pour vous sur les puissances, que ça vaut 1. Moins 1 exposant 1, c'est moins 1 fois lui-même juste une fois, donc c'est moins 1. Moins 1 exposant 2, c'est moins 1 fois moins 1, c'est 1. Donc c'est moins 1 plus 1, moins 1 plus 1. C'est une suite qui alterne. Si vous voulez son graphe, ce serait une oscillation entre 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, comme ça. Alors vous pouvez construire n'importe quoi comme suite. Hein. Par exemple, n carré moins 1, n carré divisé par n carré plus 1. Donc ça, c'est la suite qui vaut, quand n vaut 0, vous avez moins 1 sur 1, c'est-à-dire moins 1. Quand n vaut 1, 1 moins 1, c'est 0, donc vous avez 0 sur 2, c'est toujours 0.
Quand n vaut 2, vous avez 4 moins 1 sur 4 plus 1, c'est-à-dire 3 cinquièmes. Et puis vous avez 9 moins 1, 9 plus 1, c'est 8 dixièmes, etc. D'accord? Est-ce qu'on peut construire des suites trigonométriques? Tout à fait. Au moyen, vous voulez dire, Lucas, au moyen des fonctions trigonométriques cosinus et sinus, c'est ça? Ça, vous pouvez faire aussi, tout à fait. Vous pouvez construire, par exemple, la suite cosinus n pi sur 4, par exemple. C'est aussi une suite intéressante. Ou tout ce que vous voulez. On va voir des suites très intéressantes. Par exemple, aussi sinus de 1 sur pi demi plus n pi. Ça, c'est une suite très intéressante dont on parlera plus tard. Voilà. Alors, je vous ai fait un transparent parce que le cœur du sujet, c'est vraiment la convergence des suites. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça avec beaucoup plus de mots encore que dans le syllabus. Donc là, vous partez d'une suite. Donc une suite quelconque, nous on l'appelle toujours x indice n. D'accord? X1, x0, x1, x2, ou y indice n, ou z indice n. Ok, donc je pars d'une suite. Je dis que cette suite converge vers A. A est un nombre réel. D'accord? Lorsque n tend vers l'infini, si la condition suivante est satisfaite. Pour n'importe quel epsilon positif. Donc epsilon, on aime bien les lettres grecques en maths parce qu'on n'a pas assez de lettres avec l'alphabet latin, d'accord? Donc on passe à l'alphabet grec. Donc pour tout epsilon strictement positif, très très important, epsilon est strictement positif, pas positif ou nul. Epsilon n'est jamais nul. Je peux trouver un grand N dans les naturels, un indice de ma suite, tel que la valeur absolue de x petit n moins a est inférieure à epsilon pour tout petit n plus grand ou égal à grand N. D'accord? Ça, c'est ma condition. Alors, on va analyser ça. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire xn moins a plus petit que epsilon pour tout n plus grand que grand N? X, valeur absolue de xn moins a, j'avais expliqué ça pour terminer mercredi, est inférieur à epsilon. C'est la même chose que de dire que xn appartient à l'intervalle a moins epsilon, a plus epsilon. D'accord, hein, on avait vu ça la fois passée. Et ça, c'est la même chose que de dire que la distance entre xn et le point A est inférieure à epsilon pour tout n plus grand ou égal à grand N. D'accord? Donc, on parle en réalité ici, on dit que la distance de xn à a ne peut pas dépasser epsilon à partir d'un certain moment dans ma liste. Alors, j'ai fait un petit dessin. Hein. Donc, ici, je vous ai dessiné un epsilon, ici un premier epsilon. D'accord? C'est la longueur de ce segment. Et puis là, j'ai dessiné la droite réelle et les points de la suite sur la droite réelle. D'accord? Donc, il y a x1 ici. J'ai oublié x0. Bon, il faudra ajouter x0. Parfois, on commence à 1 aussi. Ça n'a aucune importance. Vous allez vous en rendre compte plus tard. Donc, je vous ajoute un x0 ici où j'ai la place. Voilà. Donc, x0, x1 ici, x2. Le x3 est là-bas. Le x4 est là. Le x5 est là. Le x6 est là. Le x7 est là. Et puis, j'ai dessiné un x11 ici. Enfin, ça continue, d'accord? Et là, j'ai mon point A. Mon point A pourrait ne jamais être un point, n'être aucun point, aucun terme de la suite. D'accord? Ça n'a pas d'importance. Alors, ici, ce qui se passe, c'est que j'ai dessiné, donc j'ai pris un epsilon 1, un premier epsilon, et j'ai regardé l'intervalle A moins epsilon 1, A plus epsilon 1. C'est cet intervalle ici. D'accord? Tout ce qui est entre ces deux points ici rouges. Ça, c'est mon intervalle. Et ce qui se passe, c'est que à partir d'un certain moment, il faut que tous les points de ma suite soient dans cet intervalle. Tous. D'accord? Ce moment peut être très tardif. Autrement dit, le grand N peut être très, très grand. Mais quand même, il y a un moment à partir duquel tous les points de la suite sont dans cet intervalle. Ici, on voit que c'est à partir de n égale 7. D'accord? Tous les points qui sont en dehors de l'intervalle
sont les points de x0 à x6. OK? À partir de x6, excusez-moi. x6 c'est déjà dedans. Donc à partir de 6, ça marche. OK? Mais ce que vous voyez, c'est que si maintenant, alors, si je prends un epsilon plus grand, si mon epsilon est plus grand, mon intervalle A moins epsilon 1, A plus epsilon 1 devient plus grand aussi. Et donc, le même n fonctionnera. D'accord? Le problème provient des epsilon petits. Si je réduis la taille de mon epsilon, j'ai cet epsilon 1 ici, je prends cet epsilon 2 ici, qui est à peu près 2 fois plus petit que epsilon 1, ce qui veut dire que mon intervalle ici est beaucoup plus petit autour de A. Ça, c'est A moins epsilon 2, A plus epsilon 2. Donc, ça veut dire qu'il y a moins de points de la suite dedans, fatalement. D'accord? Et ici, on voit qu'effectivement, n égale 6 ne convient plus, puisque x6 est en dehors de mon intervalle. Donc, ici, mon grand n qui va convenir va être plus grand. D'accord? Et si je continue à réduire mon epsilon, ici je prends un epsilon 3 qui est encore 2 fois plus petit que le précédent, je vais avoir un intervalle encore plus petit avec encore moins d'éléments de la suite dedans. D'accord? Mais l'idée est que si ça converge, eh bien, quelle que soit la taille du epsilon, aussi petit soit-il, je pourrais toujours trouver un moment à partir duquel tous les éléments de la suite sont dans l'intervalle. Okay, ça, c'est la définition de convergence. Et on voit qu'effectivement, plus epsilon, c'est ce que j'ai écrit ici, plus epsilon devient petit, plus on doit choisir n grand. Ce n dépend de epsilon. Si vous voulez, le plus petit n qui convient dépend de epsilon. Okay? Alors évidemment que si un n convient, tous les grands n qui sont plus grands conviennent aussi. Alors, si on voit, voyons maintenant, donc là je vous ai fait un dessin où j'ai représenté ma suite comme des points sur la droite réelle. Revenons à l'idée de graphe. L'idée de graphe est utile parfois aussi, je trouve. Donc voyons la suite comme une fonction, de nouveau, c'est-à-dire qu'elle va des naturels dans les réels, elle envoie petit n sur x indice petit n, le nème terme de la suite. Alors donc son graphe, pour rappel, je l'ai écrit ici, le graphe c'est vraiment l'ensemble des paires n, x indice n dans R2 où n est un naturel. Alors, on le représente comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, j'ai dessiné sur l'axe des abscisses ici tous les naturels. Enfin, pas tous, hein, j'ai fatalement dû m'arrêter, je n'y ai pas passé ma vie. Et alors, j'ai les points et là, j'ai dessiné les points de la suite, si vous voulez. Et les points du graphe sont là. Donc, x0, c'est ici. Ça, c'est le point du graphe qui est en fait 0, x0. Ici, j'ai 1, x1, 2, x2, 3, x3, etc. D'accord? Et je dessine comme ça un ensemble de points qui sont, si vous voulez, espacés de 1 horizontalement, mais en hauteur, ils peuvent faire n'importe quoi, a priori. Et donc, en fait, une façon de voir la convergence, pourquoi les x sont placés dans cet ordre? Ça, c'est une bonne question, Amine. Vous les voyez dans l'autre ordre? En fait, c'est vrai que nous, on a tendance à toujours écrire l'ordre croissant de droite à gauche, sans doute parce que c'est dans le sens dans lequel nous écrivons, en fait. Mais je comprends que pour des personnes qui écrivent dans l'autre sens, d'accord, on pourrait avoir envie de mettre l'axe orienté dans l'autre sens. Mais ici, traditionnellement, il va toujours dans ce sens-là. Ça répond à votre question, Amine? Non, non, il demandait Non. en fait je pense que ce qu'il demande, non, ce que tu as, c'est que 0, c'est le premier terme, enfin c'est le premier, et à 0, ta suite, elle associe le point x0 au point 1 sur l'axe des abscisses, ta suite, elle lui associe le point x1 qui peut être en bas. Et donc tu vois que là, au plus tu avances dans la suite, Ah au plus oui, les points oui, que tu prends, ils vont près de la droite R, oui, enfin d'accord. sauf à la fin. Je comprends. C'est ce qui vous embête, c'est que j'ai mis des x ici au lieu d'y. C'est ça? En fait, ça n'a pas d'importance. En fait, on peut appeler. Moi, je ne tiens pas à ce que ce soit toujours x ici, parce qu'ici, x, on aime bien appeler les naturels petit n, d'accord? Et les suites, on aime bien les appeler x indice petit n. Mais il se fait qu'ici, si vous voulez, les x indice petit n sont sur l'axe des y, qu'on appelle traditionnellement l'axe des y, d'accord? Ça ne doit pas vous inquiéter, hein. Je pourrais l'appeler l'axe des petites fleurs aussi.
On appelle les variables comme on veut. X, Y, Z, U, T, alpha, bêta. D'accord? Madame, donc, j'ai une question. L'indice, c'est n'importe tant que le couple, il est juste. Donc, on peut mettre X3, 2 dans l'ordre qu'on veut. Oui, mais quand même, je préserve l'ordre naturel, on est d'accord. Hein. J'écris j'écris les natures. C'est ça, on est d'accord. Hein. Oui, c'est par rapport à l'axe des ordonnées. Oui, tout à fait. D'accord, merci. Donc, là, selon les ordonnées, si vous voulez, là, je respecte l'ordre des réels aussi. Donc, ici, si vous voulez, ce que j'ai écrit là, c'est finalement x0 est plus grand que x1, mais x1, il est plus petit que x2, qui est plus grand que x3. D'accord? Donc, ici, je garde quand même l'ordre aussi, hein, comme d'habitude. Ça va? Les points de ma suite ne sont pas obligés d'être ordonnés. Donc, dans l'exemple tout à l'heure, n, ils sont ordonnés, mais ce n'est pas toujours le cas. Hein. Ça, ce n'est pas un souci. Donc ici, ce qu'on va dire, c'est que, en fait, voyez, j'ai dessiné ici une suite, de nouveau, de tous ces points violets, et j'ai dessiné mon point A ici. Ça, c'est la limite de ma suite, d'accord? Je vais supposer que ma suite est convergente. Qu'est-ce que ça dit? Est convergente. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que si je prends un epsilon, donc ici, j'ai pris un premier epsilon ici, eh bien, à partir d'un moment, tous les points de ma suite sont dans l'intervalle A moins epsilon, A plus epsilon. J'ai dessiné les points A moins epsilon, A plus epsilon ici. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je trace la bande ici, j'ai une bande ici, entre les deux droites, Y égale A moins epsilon, Y égale A plus epsilon. J'ai continué à appeler Y, si vous voulez, la variable là. Donc j'ai ces deux droites en pointillé rouge ici, d'accord? Et ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, tous les points de ma suite, à partir d'ici, disons, tous les points de ma suite vont rester dans la bande. Alors si je prends un epsilon plus petit, si j'ai pris epsilon prime plus petit, donc ça veut dire que l'intervalle A moins epsilon prime, A plus epsilon prime est plus ramassé autour de A, il est plus petit. Et donc là aussi, il y a un moment à partir duquel tous les points de ma suite vont être dans cette petite bande qui est délimitée maintenant par les deux droites en pointillé orange. D'accord? Et je vais pouvoir continuer à réduire mon epsilon indéfiniment. Et j'aurai toujours un moment à partir duquel ce sera les points de la suite, du graphe de la suite sont toujours dans la bande. Alors, c'est peut-être bête et faux, mais c'est que de là que viennent les critères de Cauchy ou pas du tout? Alors, le critère de Cauchy pour la convergence des suites, oui, ça vient à la fin du chapitre. Très, très important, le critère de Cauchy, mais ce n'est pas maintenant. Donc, effectivement, on va montrer un critère de convergence des suites qui s'appelle le critère de Cauchy. D'accord. Alors, donc, ce que j'ai écrit ici, c'est que donc une suite converge vers A si pour toute bande horizontale, donc une bande horizontale, c'est ce que j'ai dessiné, une de ces bandes comme ceci, autour de Y égale A, c'est-à-dire autour de ma droite rouge en trait ferme, eh bien, toute bande autour de cette droite Y égale A, il existe seulement un nombre fini de points de son graphe qui sont hors de cette bande. Oui, puisque à partir d'un certain indice, ils sont tous dans la bande, ça veut dire que les seuls points qui peuvent être en dehors sont à l'extérieur de la bande. D'accord? Donc, je suis désolée, j'ai oublié de mettre mon téléphone sur silencieux. Voilà. Mais ton epsilon, celui qui demande pourquoi est-ce que epsilon doit être positif, epsilon, c'est l'écart que tu veux entre, Oui. entre n'importe quel terme. Tu dis, voilà, j'ai ma suite qui peut faire n'importe quoi, et tu es d'accord que si jamais elle converge vers A, chaque terme, il va sans arrêt se rapprocher de A dans ta suite. Si jamais ta suite converge vers A, chaque terme, l'un après l'autre, il va être de plus en plus proche de A. Donc tu vas dire, voilà, je veux trouver un écart. Je veux prendre voilà, epsilon qui est égal à n'importe quoi. Et si ta suite converge effectivement vers A, tu vas pouvoir trouver un indice dans la suite qui va être, je sais pas moi, x222, x423. Et donc ton n, ce sera 222. Oui, c'est ça. À Oui. partir duquel
n'importe lequel, la distance sur Oui. ta droite réelle entre la limite qui est A et ton terme, il sera plus petit que l'epsilon que tu as choisi. Oui. Et alors attention aussi, parce que, merci Gauthier, donc ça c'est très juste, il y a aussi que dans la définition, ici j'ai écrit strictement plus petit, si epsilon vaut 0, là c'est impossible. D'accord? Parce que la valeur absolue d'un nombre, c'est toujours un nombre positif ou nul. Au mieux, c'est nul. Ça, c'est le plus petit que ça peut être. Donc, écrire qu'une valeur absolue est inférieure strictement à 0, ça n'arrive jamais. D'accord? Ce ne serait pas possible. J'aurais pu mettre plus petit ou égal à 0, mais là aussi, si j'avais mis plus petit ou égal à epsilon et que je permets epsilon égal à 0, ça veut dire que je veux que ma suite soit à partir d'un certain moment constante égale à A. Parce que si xn moins A est égal à 0, ça veut dire que xn est égal à A. Or, ce n'est pas ça. Une suite, elle pourrait, comme dans les exemples ici, elle pourrait ne jamais coïncider avec A. Aucun des termes pourrait être égal avec A. C'est pas pour ça qu'elle ne peut pas néanmoins converger vers A. D'accord? Il y avait une autre question avec le X. Pourquoi l'indice des X est dans cet ordre? C'est ça que je ne comprends pas. Donc, votre indice, c'est les naturels, et donc les naturels, ils sont dans le bon ordre. D'accord? Les X, donc ils sont dans, comme d'habitude. Les X aussi, ici, si vous voulez. Mais les termes de ma suite, ils sont pas nécessairement, ma suite n'est pas nécessairement, comme on dit, croissante ou décroissante. D'accord? Je peux avoir un X0, il vaut à peu près, disons, 1, quelque chose ici. X1 vaut, je ne sais pas, moins 2, quelque chose. X2 vaut 2, quelque chose, etc. D'accord? Alors, est-ce que c'est clair l'histoire des bandes autour des graphes? Je trouve que ça peut être intéressant de visualiser les choses comme ça. Il faut avoir le plus possible en maths beaucoup de façons de penser aux choses et de pouvoir facilement passer d'une vision à une autre. Ça, c'est le plus utile. Excusez-moi, madame. Oui. Oui, j'avais une question par rapport à ce que vous avez mis sur la droite. Je ne vous entends plus. Oui. Ouais, je disais que en haut, dans le transparent, vous avez écrit Gn égale 6, puis en Oui. dessous, vous avez mis G non, et parce que vous avez diminué l'epsilon, mais j'ai pas compris pour Oui, c'est ça. ce que Je vous voulais prouvez. dire Ce que vous ici, prouvez. l'indice n égale 6 convient. C'est-à-dire qu'à partir de n égale 6, ils sont tous dans l'intervalle ici. Par contre, ici, n égale 6 ne convient pas. Ici, non. D'accord? C'est la suite de cette phrase, si vous voulez. C'est plus n égale 6 qui convient. Il faut augmenter le grand n. D'accord? Ok, ça va. Ça va. Voilà. Alors, on va faire un exemple. C'est l'exemple le plus simple, mais très important. Vous êtes d'accord que si je regarde la suite xn égale 1 sur n, alors ici, je suis obligée de commencer à 1 parce que 1 sur 0, ça ne va pas comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est? Cette suite, c'est 1 sur 1, c'est 1, 1 demi, 1 tiers, 1 quart, 1 cinquième, 1 sixième, etc. Qu'est-ce que vous voyez? C'est que, évidemment, plus n augmente, plus quand vous divisez 1 par n, ça diminue. Vous savez bien que si vous avez une tarte et que vous l'avez prévue pour 4 invités, mais qu'il y en a 24 qui arrivent à la place, les morceaux de tarte seront beaucoup plus petits par personne. Ok, donc 1 sur n, on s'attend évidemment à ce que ça tende vers 0. Et c'est vrai, ça tend vers 0, votre intuition est juste. Donc l'intuition est très précieuse, mais on veut le montrer de façon tout à fait rigoureuse. Vous verrez que la rigueur est fondamentale parce que à l'époque où on ne faisait pas les choses de façon rigoureuse, encore disons au début du 19e siècle, eh bien, on tombait dans des tas de pièges. D'accord? Donc, c'est faire les choses rigoureusement qui vous permet de ne pas tomber dans des pièges. Alors, donc epsilon est un nombre, c'est un nombre qui peut être n'importe quoi. C'est ça qui est important, c'est que quel que soit votre... Je réponds à une question du chat, je ne suis pas en train de divaguer. Je réponds à une question du chat qui on me demande epsilon est un nombre défini ou pas. Epsilon, c'est n'importe quel réel positif. Il faut que pour n'importe quel réel positif, vous puissiez trouver un grand n. Donc, il ne suffit pas que vous puissiez trouver un grand n pour epsilon égale 1,5. Il faut aussi pouvoir trouver un grand n pour epsilon égale 1 tiers, 1 quart, 1 millionième, etc. Il faut qu'il soit quelconque.
C'est ça le point. Donc, ça ne sert à rien de faire une preuve en disant prenons epsilon égale 3. Et bien là, on trouve un grand N. D'accord? Ça, c'est pas correct comme argumentation. Il faut que votre epsilon soit n'importe quel nombre positif. D'accord? Il faut qu'il soit quelconque. Donc, voyons un exemple, justement. Ici, ça, c'est un exemple simple que j'ai décomposé vraiment. Donc, pour le montrer qu'effectivement, 1 sur n converge vers 0, on doit trouver pour n'importe quel réel strictement positif epsilon un naturel grand N qui satisfait l'inégalité suivante, c'est-à-dire que xn moins la limite doit être en valeur absolue strictement inférieure à epsilon. Or, xn vaut 1 sur n, donc c'est-à-dire que valeur absolue de 1 sur n moins 0 doit être strictement inférieure à epsilon. C'est ça que je veux montrer. Et ceci, j'ai pas fini ma phrase d'ailleurs, j'ai oublié un morceau. Donc ceci doit être vrai pour tout n plus grand ou égal à grand N. D'accord? Ok, parfait. Donc maintenant, je reviens à cette inégalité ici. On va un peu la résoudre en fait. Donc, valeur absolue de 1 sur n moins 0, bah, ça fait valeur absolue de 1 sur n, mais n est toujours positif. Donc c'est 1 sur n. D'accord? Et donc mon équation devient 1 sur n strictement inférieur à epsilon. Et ça, c'est équivalent à demander que n soit strictement plus grand que 1 sur epsilon. D'accord? Ça, c'est à cause des axiomes liés à l'ordre, du lien entre ordre et multiplication. J'ai multiplié les deux côtés par n et j'ai divisé les deux côtés par epsilon. Ce que je peux faire puisque n est positif et epsilon aussi. D'accord? Et donc, mon équation devient petit n plus grand que 1 sur epsilon. Donc, je reviens au point de départ. J'ai pris un epsilon quelconque et je dois trouver un grand N tel qu'à partir de grand N, tous les points de la suite satisfont ceci. N plus grand que 1 sur epsilon. Mais ça existe, d'accord? En fait, j'aurais dû écrire ici un tel grand N plutôt. Puisque si je sais par la propriété d'Archimède que, étant donné un nombre réel, ici 1 sur epsilon, il existe toujours un entier qui lui est plus grand. D'accord? Et tous les entiers plus grands que petit n seront aussi plus grands. Donc je prends grand n donné par la propriété d'Archimède. D'accord? Et donc là, j'ai montré effectivement ma proposition. Donc là, vous voyez, donc on me demandait est-ce que epsilon est un nombre défini ou pas. Fatima Zora, eh bien, vous voyez ici que j'ai pu trouver un grand N pour n'importe quel epsilon. C'est ça qu'il faut toujours faire. Il faut trouver un grand N pour n'importe quel epsilon. Il faut qu'il soit quelconque. D'accord? Donc, bon. Ok. On continue. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Je propose qu'on continue à discuter. S'il reste des questions, on continue à discuter dans la séance de questions-réponses. Alors, j'aimerais bien aussi vous montrer un cas d'une suite, discuter la divergence, parce que ça, c'est très important aussi. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une suite divergente? C'est une suite qui est non convergente. Ça veut dire que c'est une suite qui ne converge pas. Elle ne converge vers aucun réel petit a. D'accord? Alors, c'est un prétexte aussi, ceci, pour discuter de la négation des phrases en mathématiques. Alors, ceux qui sont en maths ont le cours Math 104 où on discute de ça en détail. Mais maintenant, je vais surtout m'adresser aux physiciens qui n'ont pas ce cours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes de epsilon et de grand N, etc., qu'une suite ne converge pas? Alors, il faut nier la phrase « la suite converge ». Donc, la suite converge, elle est écrite ici, en dessous, en rouge. D'accord? C'est ceci. Je l'ai écrite un tout petit peu différemment, mais c'est la même chose. J'ai essayé de mettre le moins de mots de français possible et le plus d'expressions mathématiques possible. D'accord? Donc, si la suite xn converge, ça veut dire qu'il existe un A appartenant à R, la limite en réalité,
vers lequel la suite converge. C'est-à-dire, il existe un A tel que, pour tout epsilon positif, il existe un indice appartenant au naturel tel que, pour tout petit n plus grand ou égal à cet indice, on a valeur absolue de xn moins a strictement plus petit que epsilon. OK? Alors, ici, on va nier, là j'ai écrit la négation de cette proposition. Donc, faisons-le lentement ensemble. Donc, il existe un A tel que blabla. Tout ça, j'appelle ça blabla pour l'instant. Dire que ça, c'est pas vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas vrai qu'il existe un A tel que blabla. Ça veut dire que pour tout A, blabla est faux. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est blabla est faux? Mon blabla, c'était pour tout epsilon, il existe un grand N tel que blablabla. Alors, dire que ça, c'est faux, que pour tout epsilon, il existe un grand N, eh bien, ce serait dire il existe un epsilon tel que ce n'est pas vrai qu'il existe un grand N tel que blabla. Donc, il existe un epsilon tel que ce n'est pas vrai qu'il existe un grand N tel que blabla, c'est dire au contraire, pour tout grand N, la suite n'est pas juste. Pour tout grand N, ce n'est pas vrai que pour tout N plus grand ou égal à grand N, on a ceci. Donc, si ce n'est pas vrai que pour tout N plus grand ou égal à grand N, on a ceci, ça veut dire qu'il existe un N plus grand ou égal à grand N tel que on n'a pas ceci. Donc, si ceci est faux, c'est dire que ce n'est pas vrai que c'est plus petit qu'epsilon, c'est au contraire plus grand ou égal à epsilon. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment méditer. Donc j'aimerais insister sur le fait vraiment que de dire, par exemple, tous les élèves, voilà, j'avais donné un exemple, tous les élèves portent leur masque. D'accord? Qu'est-ce que vous allez me dire? Non, c'est pas vrai. Ça veut dire quoi? Non, c'est pas vrai. Ça ne veut pas dire tous les élèves ne portent pas leur masque. Ça veut dire, oui, je regarde la question de Vassili. Comme je disais, les convergences des suites, c'est là-dessus que repose toute l'analyse. Donc, comme vous le verrez. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est pas vrai que tous les élèves portent un masque? Eh bien non, il existe un élève qui ne porte pas de masque. Ça, c'est la négation. D'accord? Comme tous les signes sont blancs, non, c'est pas vrai, il existe un signe noir. C'est pas tous les signes sont noirs. D'accord? Et donc, c'est comme ça que, plus généralement, c'est ce que j'ai écrit ici. Si vous avez une phrase, pour tout A, on a une certaine propriété P qui dépend de A, la négation de ça, c'est de dire qu'il existe un A tel que cette propriété est fausse. La négation, c'est non PA, on écrit. La propriété est fausse, d'accord? De même qu'il existe un A tel que la propriété Q de A est vraie. Quand je fais la négation, c'est pour tout A, la propriété Q de A est fausse. D'accord? Ça, c'est très important. Autrement dit, quand on nie le pour tout que j'ai écrit ici, devient il existe. Et la propriété ici est niée. D'accord? De même que le il existe ici devient un pour tout. Donc il y a un échange entre pour tout et il existe quand on nie. Donc c'est pour ça que, en partant de la définition de convergence, j'ai converti tous les il existe en pour tout et tous les pour tout en il existe et j'ai obtenu ma définition de non-convergence. Alors évidemment, le plus grand devient un plus petit ici, d'accord? Alors ça, on peut en discuter plus tard, mais c'est très très important de savoir nier des phrases en maths. Donc si vous voulez une suite qui ne converge pas ou qui diverge, elle est telle que pour tout A, je peux trouver un epsilon, tel que pour tout n, pour tout indice n, je peux trouver un indice petit n plus grand, tel que la distance entre xn et A est plus grande que epsilon. Autrement dit, ça veut dire que pour tout A, je peux trouver une bande autour de la droite y égale A, tel que, pour tout indice, il y a toujours un élément du graphe
un élément de ma suite dont le point correspondant sur le graphe est hors de la bande. D'accord? Je peux trouver des points hors de la bande arbitrairement grands. Autrement dit, il y a une infinité de points du graphe qui sont en dehors de cette bande. C'est ça, dire que ça diverge. Alors, donc je vais revenir à un exemple de suite qui diverge. Donc, l'exemple le plus marquant d'une suite qui diverge, c'est un exemple tout simple, en fait, c'est la suite moins 1 exposant n. D'accord? Donc ici, c'est une suite, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand n vaut 0, on a 1, quand n vaut 1, on a moins 1, n2, on a 1, n3, on a moins 1, etc. Donc elle oscille entre 1 et moins 1. Elle prend que deux valeurs, en fait, cette suite. Elle prend 1 et moins 1 alternativement. Et donc cette suite ne converge pas en réalité, d'accord? Parce qu'elle ne s'approche pas arbitrairement, elle n'est pas à partir d'un certain moment toujours très proche de 1, ni de moins 1, ni de n'importe quel autre nombre. Ok? Alors on va le montrer de nouveau formellement. Donc, on doit montrer que pour tout A, je peux trouver un epsilon, tel que pour tout n, je peux trouver des indices plus grands que ce n, tel que la distance entre le point xn de la suite et mon A est plus grande qu'epsilon. D'accord? Alors, je vais prendre un epsilon égale 1. Ce n'est pas très petit, mais ça convient déjà, ça suffit. D'accord? Donc, si je prends epsilon égale 1, alors qu'est-ce qui se passe? Je regarde la valeur absolue de xn moins 1. D'accord? Alors ça, qu'est-ce que ça vaut? Valeur absolue de xn moins 1, ben, si n est un nombre impair comme ici, d'accord? Donc un nombre impair, on peut toujours l'écrire comme 2k plus 1 pour un certain naturel k. D'accord? Par exemple, vous avez 1, 3, 5, 7, etc. Quand n est impair, xn vaut moins 1. D'accord? Donc moins 1, ça fait moins 2. Et valeur absolue de moins 2, c'est 2. Ça va? Par contre, si n était pair, alors j'aurais eu 1, et 1 moins 1, c'était 0. Okay? Mais donc, le problème est qu'effectivement, xn moins 1 va être plus grand que mon epsilon, puisque epsilon c'est 1. 2, c'est plus grand que 1, bien sûr. Pour tous les indices impairs. Okay? Et comme pour tout nombre naturel, je peux trouver un nombre impair qui lui est plus grand, eh bien, on a fini. D'accord? On a montré que xn ne converge pas vers 1. OK? Madame, Alors, oui? juste, ça correspond à quoi le grand N, en fait? C'est ça. Le grand N, c'est le seuil toujours. Vous voyez, on distingue entre dans la convergence. Hein, le grand N, revenons à la définition de convergence. Ici. Vous voyez, le grand N, c'est toujours le premier indice, si vous voulez, ou un indice à partir duquel la distance à A est inférieure à epsilon. D'accord? Il y a un certain moment, pouf, peut-être n vaut 360. À partir de 360, tous les termes de la suite sont proches de A, sont epsilon proches de A. D'accord, ok. D'accord? Donc, ça veut dire que 361, x361 est epsilon proche de A, x362, etc. Mais c'est un seuil, si vous voulez. D'accord? Donc, on cherche toujours un seuil. Donc, dans la divergence, hein, là, il y a aussi un seuil. Quand on revient à la définition de divergence, donc elle est ici. Si vous voulez ici, ce qu'on doit faire, c'est pour chaque A, trouver un epsilon tel que je peux, à partir de n'importe quel n, je peux trouver un petit n plus grand qui est epsilon distant de A. C'est-à-dire qu'il est plus loin que de A il est en dehors de l'intervalle A moins epsilon, A plus epsilon. De nouveau, il faut effectivement, il y a grand N et petit n et ils jouent des rôles légèrement différents. Il faut bien distinguer.
La seule façon d'ingurgiter, c'est de digérer cette définition, c'est vraiment de faire le plus possible d'exercices. Hein. C'est la seule. Hein. Alors maintenant, on va regarder A égale à moins 1. Si A égale à moins 1, je vais faire la même chose. Je vais prendre epsilon égale à 1 et vous allez voir que là, ce sera pour les n pairs que la distance sera 2. D'accord? Et vous pouvez, écrivez-le justement. C'est très très similaire, mais un tout petit peu différent. Donc c'est un bon exercice. Maintenant, si A est ni 1 ni moins 1, alors là aussi, je vais trouver un epsilon. Et là, le epsilon, il faut faire un tout petit peu attention. Ce que je vais faire comme epsilon, je vais prendre la plus petite distance de A à 1 ou à moins 1. D'accord? Donc, si vous voulez, je fais un petit dessin ici. Donc, imaginons donc, ma droite réelle. Imaginons que, je vais prendre les couleurs, j'avais A et là. D'accord? Et je ne sais pas, peut-être que mon moins 1 est ici et que mon 1 est là. D'accord? Auquel cas, j'ai un 0 quelque part entre les deux ici. Eh bien, je vais regarder la distance de A à 1 et la distance de A à moins 1 et je vais choisir la plus petite. Et celle-là, donc c'est la première, hein, c'est celle-ci, d'accord? Et celle-là, je vais l'appeler epsilon. D'accord? C'est ce que j'ai écrit vraiment ici, quand j'ai écrit que je choisis le minimum, donc le plus petit des deux nombres, entre moins 1, moins A, ça c'est la distance de A à moins 1, et 1 moins A, c'est la distance de A à 1. D'accord? Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que justement, si je prends cet epsilon, eh bien, regardons maintenant xn moins A. Xn moins A, comme d'habitude, c'est moins 1 exposant n moins A, c'est-à-dire que c'est 1 moins A si n est pair et moins 1 moins A si n est impair. Okay? Mais donc, dans tous les cas, xn moins A va être plus grand que epsilon. D'accord? Parce que j'ai choisi epsilon comme étant le plus petit de ces deux nombres. Okay? Donc, fatalement, la distance est plus grande qu'epsilon. Et donc, ça, c'est comme ça qu'on montre de façon tout à fait formelle que la suite moins 1 exposant n diverge. Ça va? Donc, il faut vraiment vous amuser. C'est un jeu. Hein. Donc, l'idée est importante. C'est très important de faire les choses, d'avoir une intuition. Donc, c'est pour ça que je vous invite à toujours faire des dessins. Et après, d'écrire des preuves tout à fait formelles, irréprochables. Faites-le comme un jeu. Donc, ici, on part de la définition et on applique les définitions pour montrer les preuves. D'accord? Alors, il y a un autre point très important dont j'aimerais parler, c'est l'unicité de la limite d'une suite. D'accord? Donc ça, c'est aussi ça va vous paraître évident, mais c'est un très bon exercice de compréhension aussi. Donc, ça dit la chose suivante. Si vous avez une suite convergente, d'accord? Et si sa limite vaut A et sa limite vaut B, alors, donc, j'ai déjà, dans mon langage est faux. Imaginons que la suite xn converge vers A et qu'elle converge aussi vers B. D'accord? Eh bien alors, A est égal à B. Intuitivement, c'est évident. Mais si vous voulez le montrer, il faut le faire. D'accord? Alors, intuitivement, pourquoi c'est évident? Parce que regardez, je refais un dessin, je dessine les points de ma suite en violet sur l'axe sur la droite réelle ici. J'ai dessiné A et B. D'accord? Je les ai dessinés distincts ici. Et donc maintenant, si je prends un epsilon suffisamment petit, j'ai pris un epsilon qui est, si vous voulez, plus petit que la moitié de la distance entre A et B. D'accord? De sorte que A plus B est ici, A plus epsilon est ici, pardon, A moins epsilon est là, et A plus epsilon est plus petit que B moins epsilon. C'est ça que j'avais envie de faire. Et B plus epsilon est là. Alors, comme ma suite converge vers A, ça veut dire qu'à partir d'un certain indice,
tous les éléments de la suite sont dans l'intervalle A moins epsilon, A plus epsilon. D'accord? Mais si ma suite converge vers B, ben, ça veut aussi dire que à partir d'un certain moment, tous les éléments de la suite sont dans l'intervalle B moins epsilon, B plus epsilon. D'accord? Mais ça, c'est impossible parce que les éléments de la suite n'ont pas le don d'ubiquité. D'accord? Ils peuvent être que dans un de ces deux intervalles à la fois, puisque ces deux intervalles sont disjoints, ils n'ont pas d'intersection. Ok? Donc ça, c'est la raison intuitive pour laquelle la limite est unique. Mais alors, je vous propose d'écrire une preuve formelle à partir de si vous avez bien compris cette explication intuitive, vous allez pouvoir écrire une preuve formelle. D'accord? Ça, vraiment en utilisant la définition de convergence. D'accord? Et après, vous pouvez vérifier effectivement, la preuve est écrite dans le syllabus. Alors, il y a encore une autre propriété très importante que j'aimerais vous montrer, qui est que toute suite convergente est bornée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tous les termes de ma suite sont en fait on va revenir peut-être à l'énoncé du... Donc, c'est écrit précisément... Voilà, ici. C'est le lemme de 1. Si... Donc ici, on est passé dans la partie technique de convergence, donc en fait en pratique. Quand on va montrer qu'une suite converge, on ne va pas le faire avec epsilon et grand N chaque fois. Parce que vous allez voir assez vite dans les exercices qu'avec des suites un peu compliquées, ça devient limité en fait, de procéder comme ça. Donc on va avoir des critères de convergence. Et ici, c'est plutôt un critère de non-convergence, c'est-à-dire que si une suite est convergente, alors elle est bornée. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est bornée? Ça veut dire qu'il existe un réel grand K, tel que la valeur absolue de xn est plus petite ou égale à grand K pour tout n. D'accord? Et ça, ce qui est intéressant, c'est de le voir dans l'autre sens. C'est-à-dire, si je regarde la contraposée de cette implication, convergent implique borné. Ça veut dire aussi que non borné implique non convergent. Donc là, j'ai un critère assez simple. Si je vois que ma suite est non bornée, je peux tout de suite en déduire qu'elle est non convergente. D'accord? Donc ça veut dire, si elle est non bornée, ça veut dire que les termes de la suite peuvent prendre des valeurs arbitrairement grandes. Alors, comment est-ce qu'on montre ça? C'est toujours dans mon transparent. Donc ici, intuitivement, de nouveau, j'ai fait un dessin. Donc, on sait que la suite est convergente. Donc, prenons un epsilon. D'accord? Ici, j'ai pris un epsilon égal à 1. D'accord? Et j'ai dessiné de nouveau les points A moins 1, A et A plus 1. Et je sais que comme elles convergent, il y aura un indice à partir duquel tous les éléments de la suite seront dans cette bande que j'ai de nouveau délimitée par les droites en pointillés. Donc dans cette bande ici, entre ces deux droites pointillées. Donc à partir d'un moment, ils seront tous là, les éléments de la suite. D'accord? Autrement dit, il n'y a qu'un nombre fini de points de la suite qui sont en dehors de cette bande. Et ce nombre fini de points de la suite, ils peuvent prendre des grandes valeurs, mais pas arbitrairement grandes. D'accord? Parce qu'en fait, il suffit de prendre le plus grand, et ça, ce sera mon cas. D'accord? Alors, montrons ça tout à fait proprement. Donc, je vais prendre epsilon égale à 1. Je sais qu'il existe un grand N tel que la distance entre xn et A va être inférieure à 1 pour tout petit n plus grand que mon grand N, mon seuil. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça? Ça dit que mon xn, ici, pour n plus grand que grand N, oui, enfin, peu importe en fait. Non, c'est ça, excusez-moi. Ici, donc j'ai oublié, j'aurais dû écrire ceci, c'est vrai pour tout n plus grand ou égal à grand N. OK? Voilà. Donc, si petit n est plus grand ou égal à grand N, je peux écrire la chose suivante. Xn, c'est la même chose que
xn moins a plus a. D'accord? J'ai simplement triché, j'ai soustrait a, puis je l'ai rajouté. Et puis j'utilise l'inégalité triangulaire pour écrire que c'est inférieur ou égal à la valeur absolue de xn moins a plus la valeur absolue de a. Ça, c'est l'inégalité triangulaire qui me permet d'écrire cette inégalité. Et xn moins a, comme n est plus grand ou égal à grand n, ben, il est plus petit que 1. D'accord? Donc je remplace, j'écris que ceci c'est plus petit que 1 plus a. D'accord? Donc tous les éléments de ma suite ici sont plus petits que 1 plus a. Et maintenant je regarde, je pose grand K égale au maximum entre valeur absolue de a, valeur 0, valeur absolue de a1, valeur absolue de a n-1 et 1 plus a. D'accord? Et alors, ce qu'on voit tout de suite, c'est que tout d'abord, K est un réel. Pourquoi? Parce que c'est un maximum d'un ensemble fini de points. Donc, on prend simplement le plus grand. C'est un réel. S'il y avait un ensemble infini, d'abord, je ne pourrais pas écrire max, il faudrait que j'écrive sup. Et si jamais l'ensemble n'est pas majoré, ben le sup, ce serait l'infini, en fait. D'accord? Je ne pourrais pas obtenir un nombre réel comme ça. Donc, il est réel, très important. Et en plus, tous les points de la suite, tous les termes de la suite sont tels que leur valeur absolue est inférieure ou égale à ce grand K. D'accord? Évidemment que, ouf, je me suis trompée en fait. Vous devez me dire quand je me trompe. C'est pas A0, c'est X0. C'est pas 1, c'est X1, etc. Donc ici, je corrige. Donc, c'est le max entre X. Il n'y a pas de A0 et de A1 en fait. X0, X1, etc. Xn-1. OK. Donc, évidemment, X0 est plus petit que le max, X1 aussi, etc. Et au-delà de n, jusqu'à Xn-1, et à partir de X grand N, ils sont tous en valeur absolue plus petits que 1 plus A. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on obtient effectivement ce critère. Alors, j'arrive. On me demande comment on sait la valeur de n. Donc ça, vous allez la déterminer en pratique. Vous allez trouver une valeur de grand N. D'accord? Parfois, vous avez simplement, c'est ça qui est perturbant parfois au début en maths, c'est que comme le principe d'Archimède, on vous dit, il existe un naturel tel que ceci. D'accord? On vous dit pas ce naturel, c'est 10 366 527. Quoi. D'accord? On vous dit, il existe. Mais c'est tout ce dont vous avez besoin parfois. OK? Madame, Et le grand N, surtout, il dépend de epsilon. Donc, parfois, vous allez avoir une... Excusez-moi, je reviens, mais je finis la question, la réponse à la question d'Héron. Donc, en fait, souvent, votre grand N va être une fonction de epsilon. Donc, ce ne sera pas non plus une valeur définie. Elle dépendra du epsilon. Donc, si vous donnez une valeur spécifique pour epsilon, vous aurez un grand N spécifique. Sinon, ce n'est pas le cas. Il y avait une autre question. C'était vous, Héron, ou je n'ai pas fait attention? Moi, j'ai une question. Oui. En fait, le cas là, c'est une distance ou bien c'est autre chose? C'est un réel. C'est un réel, mais vous pourriez le voir si vous revenez au graphe. Vous pourriez, si vous voulez, le voir comme la hauteur maximale, en fait. La hauteur maximale ou la distance maximale à l'axe des x des points de la suite. Et donc, c'est aussi une distance. Pourquoi on met valeur absolue de xn, par exemple? Parce que xn, c'est pas une distance, c'est, on va dire, comme l'image de... Oui, xn, c'est la distance à l'origine, si vous voulez. Vous voyez, c'est valeur absolue de xn moins 0. Donc, c'est la distance à l'origine. Ah, ok, merci. C'est vrai qu'une valeur absolue, on peut toujours l'interpréter comme une distance. Ok, merci. C'est assez utile pour se faire une intuition, pour utiliser son intuition géométrique, quoi. Voilà. Donc, du coup, je finis avec ça. Comme exemple, si je regarde la suite n, qu'on avait vue au tout début, elle diverge simplement parce qu'elle n'est pas bornée. Évidemment, vous prenez des valeurs de plus en plus grandes. En fait, on va voir que xn tend vers l'infini. Dans le syllabus,
vous allez voir, il y a une définition de quand une suite tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini. D'accord? Et en fait, ici, on peut montrer qu'elle diverge et qu'elle tend vers l'infini. Mais on parle toujours de divergence. On ne dit pas qu'on converge vers l'infini. Alors, la suite, par exemple, une autre suite intéressante, c'est cosinus de pi n fois e exposant n. Alors, qu'est-ce que ça vaut, cosinus de pi n? Dites-moi. En fonction de n. Moins 1 à la puissance n. Absolument. Attendez. Moins 1 à la puissance n plus 1 ou quelque chose comme ça. Parce que quand n vaut 0... Ah oui, non, vous avez raison. Moins 1 à la puissance n. Merci, tout à fait. Quand n vaut 0, on a 1. Quand n vaut 1, on a moins 1, etc. Donc ça, c'est plus ou moins 1. Et ça, c'est e exposant n. Et e exposant n, ça devient très, très grand. Puisque e est plus grand que 1. C'est e fois e n fois. Donc, vous avez une suite qui fait, si vous voulez, elle prend des valeurs de plus en plus grandes, mais en négatif aussi. Donc, elle fait quelque chose comme ceci. Elle diverge, mais cette fois-ci, c'est une suite qui ne tend ni vers l'infini, ni vers moins l'infini. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les suites, il y a les suites qui convergent et les suites qui divergent. D'accord? Et dans les suites qui divergent, il y a les suites qui divergent vers plus l'infini, les suites qui divergent vers moins l'infini et les suites qui font ni l'un ni l'autre. D'accord? Donc, par exemple, la suite n, elle tend vers plus l'infini. La suite moins n, elle tend vers moins l'infini. La suite moins 1 exposant n, elle diverge toute seule. Elle ne tend ni vers l'infini ni vers moins l'infini. Elle est même bornée. Et la suite 1 sur n, par exemple, elle tend vers 0. Okay, donc ça, il y a tous ces 4 types de suites, en fait. D'accord? Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que vous voulez faire une petite pause ou est-ce qu'on passe aux questions tout de suite? Les questions, c'est par rapport à ce cours? Ah oui, oui. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire, en fait? Non, mais genre, c'est par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. Si on a des questions... Ah, non. Non. Vous pouvez bien sûr poser des questions par rapport à... Pour moi, ce cours, c'est Math F101, quoi. Tout le cours, hein. Allez-y. Non, pas seulement par rapport à ce cours. Non, parce qu'évidemment, maintenant, c'est tout frais. Il n'y a pas de raison que vous ayez beaucoup de questions maintenant. Non, posez-moi des questions par rapport à ce qu'on a vu avant aussi. Moi, j'ai une même. Moi, j'ai une question, madame, par rapport au cours précédent. Oui. En fait, vous avez fait une longue démonstration dans les transparents et à un certain moment, il y avait écrit compatibilité. En fait, c'était par rapport au réel, au rationnel. On Oui. voyait les axiomes Oui. et vous écriviez compatibilité entre l'addition et la multiplication, etc. Et j'ai pas compris en fait précisément, ça veut dire quoi compatibilité? J'ai pas compris cette notion. Oui, d'accord. On revient à ça. Attendez. On va faire comme ça. Moi, j'ai juste une question. Est-ce que c'est possible de faire 2 enregistrements distincts entre les questions et le cours Je théorique? suis d'accord avec vous. On va arrêter celui-ci. Attendez, j'arrête celui-ci et je reprends après. Est-ce qu'il y a moyen de l'avoir directement, comme ça je peux